Bonjour, nous allons maintenant attaquer l'activité 5 à la page 54. Dans cette activité-là, on va trouver les caractéristiques des images produites par un miroir convexe. Dans l'activité précédente, c'était pour un miroir concave. Maintenant, on le fait pour un miroir convexe. Mais c'est le même principe. Alors, on va tester différentes situations, différentes distances de l'objet. Première situation, l'objet est relativement loin du miroir. Dans cette situation-là, on vous a aidé. On a déjà tracé en fait les rayons pour vous. C'est facile. Donc le premier rayon principal, celui qui arrive parallèle à l'axe principal, celui qui est tracé en jaune, il va être réfléchi comme s'il provenait du foyer. Ensuite, le deuxième, celui qui est en orange, le rayon incident arrive dans la direction du foyer. Il va être réfléchi en ressortant parallèle à l'axe principal. Et le troisième, en rouge, si le rayon incident arrive dans la direction du centre de courbure, il est réfléchi sur lui-même. Ces trois rayons-là, le rayon 1, 2 et 3, divergent. C'est pas surprenant, c'est un miroir convexe. Un miroir convexe, ça fait diverger les rayons. Donc, si on veut trouver une image, il faut prolonger les miroirs vers l'arrière, à l'arrière du miroir. Lorsqu'on prolonge les rayons réfléchis à l'arrière du miroir, on trouve un point de convergence ici. Donc c'est à cet endroit-là que va se produire l'image du bout de la flèche. Et évidemment, l'image du bas de la flèche va se trouver vis-à-vis sur l'axe principal. Alors on peut tracer notre image. On observe qu'elle est virtuelle d'abord, puisqu'elle est derrière le miroir. Et c'est des prolongements de rayons qui se croisent à cet endroit-là. Donc il n'y a pas vraiment d'image là, autrement dit. Si on met un écran, on verra rien. On est derrière le miroir. Donc c'est l'image qu'on peut voir à l'œil, mais on ne peut pas la capter comme telle. Ensuite, elle est droite, puisque justement la flèche pointe vers le haut. Et elle est rapetissée, plus petite que l'objet. Et elle est située derrière le miroir. Ensuite, je vais vous laisser travailler sur les situations B et C à la page 55. J'insiste encore une fois là-dessus, c'est important que vous le fassiez. C'est vraiment comme ça que vous allez apprendre. Donc, vous allez faire pause sur la vidéo. Vous allez faire les tracés des trois rayons principaux et tracer l'image, trouver les caractéristiques pour les situations B et C. Lorsque vous avez terminé ça, vous pourrez prendre la suite de la vidéo. Alors, regardons maintenant ensemble la situation B. On commence par tracer un premier rayon principal, celui qui arrive par l'axe optique. Je vous rappelle le truc pour faire quelque chose de vraiment précis. Vous n'avez qu'à mesurer la grandeur de votre objet et ensuite vous rapportez la même distance vis-à-vis le miroir. Vous faites un point vis-à-vis le point d'incidence et ensuite vous tracez la ligne. Comme ça, vous êtes sûr que vous êtes parfaitement parallèle à l'axe principal. Donc ça, c'est mon premier rayon principal. Ce rayon-là, il va diverger comme s'il provenait du foyer. Comme ceci. On se souvient ça que c'est toujours important que derrière le miroir, ce soit en pointillé. C'est des lignes imaginaires. Ensuite, le deuxième rayon principal, celui qui se dirige vers le foyer. Je pars du haut de l'objet. Je fais une ligne comme ça. La partie derrière le miroir en pointillé. Et ce rayon-là va être réfléchi de façon à ressortir parallèle à l'axe principal. On n'oublie pas d'indiquer le sens des rayons avec des points de flèche. Et finalement, le troisième rayon principal, celui qui se dirige vers le centre de courbure. Ce rayon-là, en fait, il est directement sur la droite normale, comme on avait expliqué. Donc, étant donné qu'il est directement sur la droite normale, son angle d'incidence est 0, son angle de réflexion est 0, fait qu'il retourne directement dans la direction d'où il provient. Évidemment, les trois rayons réfléchis sont divergents, donc je les poursuis à l'arrière du miroir. Alors, le rayon 1 en orange, le prolongement est déjà fait. Le rayon 2 en rose, il faut faire attention,
c'est pas le prolongement qui est déjà fait, hein, parce que le prolongement que j'avais fait en rose, c'était pour le rayon incident. C'était juste pour montrer que le rayon incident était dans la direction du foyer. Mais là, ce que je veux prolonger maintenant, c'est les rayons réfléchis. C'est très important. Donc, c'est le rayon réfléchi, c'est-à-dire celui qui ressort parallèle à l'axe principal. C'est lui que je veux prolonger vers l'arrière. Bien entendu, en trait pointillé. Et là, maintenant, c'est la jonction de ces trois rayons, de ces trois prolongements-là, qui me donne mon image. Donc, je vois que ma jonction se fait ici. Donc, je vais tracer mon image comme ceci. Elle pointe vers le haut. Et je vais écrire I à côté pour que ce soit clair que ça représente mon image. Maintenant, si on regarde les caractéristiques, alors, encore une fois, on a une image qui est formée derrière le miroir, donc une image qui est virtuelle. Elle est droite et elle est rapetissée, réduite, c'est-à-dire plus petite que l'objet. Donc, ça donne les mêmes caractéristiques que dans la situation A. Dernier cas, maintenant, on va rapprocher l'objet encore plus du miroir. On va le mettre vraiment proche et on va voir qu'est-ce que ça va donner. Est-ce que ça va donner des caractéristiques différentes? Donc, voici ce que ça donne pour la situation C. En fait, pas besoin de le réexpliquer, c'est la même chose, en fait. C'est juste que l'image... La seule différence, c'est que l'image va s'être produite un peu plus proche du miroir, comme vous pouvez voir. Si vous comparez B et C, vous allez voir l'image est plus proche puis elle est un peu plus grande. Mais fondamentalement, les caractéristiques sont les mêmes. C'est-à-dire que l'image est virtuelle, elle est droite, elle est rapetissée, plus petite que l'objet, et elle est située derrière le miroir. Okay? Donc, autrement dit, c'est sûr que l'image va changer un peu dépendamment de où se trouve l'objet, mais elle va toujours avoir les mêmes caractéristiques lorsqu'on est devant un miroir convexe. Alors, pourquoi dans le cas des miroirs convexes, est-ce qu'on aboutit toujours aux mêmes caractéristiques d'image? C'est simple, c'est que l'objet n'est pas du même côté du miroir que les points principaux du miroir. Donc, les points principaux du miroir, c'est son foyer et son centre de courbure. Étant donné la forme du miroir convexe, son foyer et son centre de courbure sont derrière le miroir, alors que l'objet, forcément, doit être devant. Donc, l'objet n'est pas du même côté que le foyer, puis l'objet n'est pas du même côté que le centre de courbure. Ce qui fait en sorte que peu importe où on met l'objet, c'est toujours la même situation pour le miroir convexe. Tandis qu'avec le miroir concave, on a l'objet qui est du même côté que le foyer et le centre de courbure pour le miroir concave. Ce qui fait en sorte que là, il y a plusieurs situations parce que l'objet peut être plus loin que le centre de courbure, sur le centre de courbure, entre le centre de courbure et le foyer, sur le foyer, ou entre le foyer et le sommet du miroir. Donc, il y a toute une panoplie de situations possibles lorsqu'on a un miroir concave. Donc, c'est pour ça qu'il y a plusieurs situations qui mènent à des types d'images différents. Dans le cas du miroir concave. Mais dans le cas du miroir convexe, il y a une seule situation possible. Donc, les caractéristiques pour un miroir convexe, c'est les suivantes. On a d'abord une image de nature virtuelle. Ensuite, une image qui est toujours droite. La grandeur va toujours être réduite. Et la position va toujours être derrière le miroir. Je vais vous demander de faire une petite correction parce que dans le tableau, dans le titre, il est écrit caractéristiques de l'image formée par un miroir. Il est écrit concave, mais c'est bel et bien un miroir convexe, bien sûr. Donc, je vais vous demander de corriger ça dans votre cahier. Donc, c'est beaucoup plus facile de se souvenir des caractéristiques pour un miroir convexe, puisqu'il y a un seul cas possible. C'est comme lorsque vous regardez dans une boule de Noël réfléchissante, je pense que vous êtes à même de réaliser que peu importe la distance que vous mettez votre visage de ce miroir-là, ça ne change rien, dans le fond. Vous allez toujours voir une image de votre visage qui va être plus petite, droite. Elle va toujours être virtuelle, puis derrière le miroir. Il n'y a pas d'effet de distance qui va venir changer le type d'image dans ce cas-ci.
Parfait. Maintenant, je vais vous laisser travailler les exercices numéro 1 à 5, des pages 56 à 58. Donc, c'est des exercices importants. Vous allez justement pratiquer la construction des rayons principaux pour trouver les images et ensuite trouver leur position et leur hauteur. Là, ici, on veut vraiment avoir la position telle que mesurée avec la règle. Et même chose, vous allez mesurer leur hauteur avec votre règle. Ça va être important que vous fassiez des tracés les plus précis possibles, que vos lignes parallèles aux axes principaux soient vraiment parallèles aux axes principaux, avec le truc que je vous ai donné. Puis je rajouterai un élément pour chacune des questions, dans le fond, c'est de dire les 4 caractéristiques de l'image. Okay, donc, c'est la nature, son sens, sa taille par rapport à l'objet et sa position par rapport au miroir. Alors, je vous souhaite un bon travail pour ça. Et ensuite, on se revoit pour la section 2.5 où on va commencer à faire des calculs. Donc, on va commencer à trouver les caractéristiques de l'image, mais plutôt que de le faire par des tracés de rayons, on va le faire par calcul, algébriquement.